Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. William Hague était à Kiev ce lundi. Le chef de la diplomatie britannique accuse la Russie d'avoir violé l'intégrité territoriale de l'Ukraine et enfreint le mémorandum de Budapest. Une première sanction contre la Russie a été prononcée, la suspension des préparatifs du sommet prévu à Sotchi en juin. Le communiqué a été diffusé par la Maison-Blanche. Le président de la République, Michel Sleiman, souhaite que ce temps de carême puisse consolider l'unité nationale alors que la rédaction de la déclaration ministérielle patine. Et à suivre également dans ce journal, l'armée libanaise est à la recherche d'un homme dangereux. Le commandement militaire appelle dans son communiqué toute personne susceptible de le reconnaître à contacter le 1701 ou à en informer la caserne militaire la plus proche. Le chef de la diplomatie britannique, William Hague, était ce lundi à Kiev lors d'une conférence de presse. Il a jugé inacceptable l'action de la Russie en Ukraine. À l'issue d'un premier entretien avec le chef du gouvernement ukrainien et après, bien sûr, vous le voyez, il s'est déplacé place Maïdan. Le chef du gouvernement britannique a estimé que la Russie a violé l'intégrité territoriale de l'Ukraine et enfreint le mémorandum de Budapest. Un texte signé le 5 décembre 1994 par l'Ukraine, la Russie, les États-Unis et la Grande-Bretagne, et dans lequel Londres, Washington et Moscou s'engagent à s'abstenir de la menace ou de l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance de l'Ukraine. Le chef de la diplomatie britannique a par ailleurs adressé une mise en garde à Moscou sur les conséquences et le prix à payer pour son action en Ukraine. Il estime qu'il faut poursuivre les efforts diplomatiques et les initiatives aux Nations Unies, à l'OTAN et à Bruxelles. Des sanctions économiques sont aussi étudiées. La Russie doit parler aux nouvelles autorités ukrainiennes selon William Hague. Et dans un discours à la 25e session plénière du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a réitéré toute l'argumentation de Moscou pour justifier l'intervention russe en cours en Ukraine. Il a notamment accusé les militants de Maïdan et les nouvelles autorités ukrainiennes de violer les droits de l'homme. Il a de nouveau souligné que la Russie avait dans ce contexte le droit d'agir et a fermement critiqué les positions prises par les critiques du comportement du Kremlin. Malgré l'intense activité diplomatique ce week-end, une première sanction contre la Russie a été prononcée, la suspension des préparatifs du sommet prévu à Sotchi en juin. Le communiqué a été diffusé par la Maison-Blanche au nom des 7 pays les plus industrialisés et des instances européennes. La Russie est donc suspendue jusqu'à ce que l'environnement redevienne favorable à des discussions qui ont un sens au sein du G8. La présence des troupes de Vladimir Poutine dans l'est de l'Ukraine viole clairement les lois internationales, selon Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, qui a par ailleurs exclu pour l'instant une intervention militaire européenne en Crimée. Le ministre mise avant tout sur la diplomatie et le dialogue. Il était ce matin l'invité de nos confrères d'RTL. C'est un peu toujours la même démarche de la part des Russes. Les Russes considèrent que les pays qui, à un moment ou à un autre, ont appartenu à leur empire, ne doivent pas être en dehors d'un certain contrôle. Et là, dans l'affaire de la Crimée, ils ont déjà une base à Sébastopol, mais compte tenu de ce qui s'est passé en Ukraine, du renversement de Yanukovych, enfin en tout cas du départ de Yanukovych, ils veulent remettre la main sur la Crimée. Évidemment, du point de vue du droit international, c'est inacceptable. Les diatribes du Hezbollah contre le président Michel Sleiman continuent de susciter des remous au sein de la classe politique libanaise. Samir Jarja a salué les positions du chef de l'État. Selon le leader des FL, le président a exprimé le ras-le-bol de la majorité des Libanais face au comportement du Hezbollah. Selon le chef des FL, la campagne menée contre le président Sleiman porte une double signature, celle du guide suprême de la révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei, et celle du Conseil de la révolution islamique. Pour Samir Mokbel, vice-premier ministre et ministre de la Défense, les diatribes du Hezbollah contre le président Sleiman n'ont pas uniquement écorné l'image du chef de l'État, mais aussi celle de la nation. Plusieurs ministres du camp du 14 mars ont souligné que la campagne contre la magistrature suprême aura des répercussions sur le travail de la commission de rédaction de la déclaration ministérielle.
Et une autre réaction, celle de Mohamed Kabara, le député du courant du futur, n'a pas hésité à qualifier de terroriste le Hezbollah. Selon le parlementaire, la campagne du parti chiite armé contre le chef de l'État représente une menace directe pour la présidence de la République. Une menace qui, aux yeux de Kabara, est bien plus grave qu'une simple insulte. Le député n'hésite pas à parler de déclaration de guerre contre la magistrature suprême, dans le but, selon Kabara, de faire chuter l'État. Et le président de la République, Michel Sleiman, a souhaité que ce temps de carême puisse consolider l'unité nationale. Michel Sleiman s'est entretenu ce matin avec le chef de l'armée, le général Jean Karouaji, après la messe du carême. Dans cet entretien avec Jean Karouaji, les deux hommes ont donc évoqué la situation sécuritaire au Liban. Il a également été question des besoins en équipement de l'armée dans le cadre de l'aide saoudienne de 3 milliards de dollars à la troupe. Le président de la République s'est ensuite concerté avec l'ambassadeur d'Égypte au Liban, Ashraf Hamdi, qui lui a transmis les félicitations de son homologue égyptien par intérim, Adli Mansour, pour la formation du nouveau gouvernement Salam. Les tensions entre la présidence de la République et le Hezbollah ne facilitent en rien le déblocage des discussions en cours sur la déclaration du gouvernement. Une 8e réunion de la commission ad hoc chargée de la rédaction du texte de la déclaration doit se tenir ce soir à partir de 18h30, heure de Beyrouth. Et pour parler, se heurte toujours à la formulation qui doit accompagner le terme de résistance, lequel représente la branche armée du Hezbollah. Le ministre de la Santé, Wael Abou-Faour, s'est dit pessimiste quant à la possibilité d'un accord. Dans un entretien accordé à nos confrères d'Al-Nahar, Abou-Faour appelle les partis politiques à faire des concessions. À l'écran, vous voyez donc le Premier ministre Tamam Salam avec le gouverneur de la Banque centrale du Liban. L'armée libanaise est à la recherche d'un homme dangereux. Le commandement militaire ne donne pas plus de précisions sur cet individu que vous voyez à l'écran. Il appelle dans son communiqué toute personne susceptible de le reconnaître à contacter le 1701 ou à en informer la caserne militaire la plus proche. Les employés du centre de distribution de gaz domestique Sidaco ont observé ce lundi un sit-in à Jnah. Le ministère de l'Intérieur a ordonné samedi la fermeture du centre situé dans une zone résidentielle en raison de menaces terroristes. Vous voyez à l'écran notre correspondant qui se trouvait donc ce matin près de ce centre. Les salariés de Sidaco, au nombre de 130, craignent pour leur emploi. Une autre compagnie de distribution de gaz domestique située dans la banlieue sud de Beyrouth est également visée par cette injonction qui prévoit également le vidage des réservoirs de gaz. Le ministre de l'Intérieur a engagé des pourparlers avec les représentants des centres de distribution de gaz. Allez, restez des nôtres au retour de la pause. Benyamin Netanyahou rencontre aujourd'hui Barack Obama à Washington. Retour sur le plateau de l'info, c'est une visite délicate qu'effectue ce lundi 3 mars le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou à Washington. Netanyahou va faire le point avec Barack Obama sur le processus de paix israélo-palestinien et sur le dossier iranien. Benyamin Netanyahou a d'ailleurs qualifié d'erreur historique l'accord sur le nucléaire conclu avec Téhéran et il a déjà prévenu qu'il résisterait aux pressions de l'allié américain. Tous les regards sont braqués sur le tribunal de Pretoria ce lundi. C'est dans la capitale sud-africaine que s'est ouvert le procès très attendu d'Oscar Pistorius, jugé pour le meurtre de sa compagne plus d'un an après ce drame et donc ce désormais tristement célèbre drame lors de la Saint-Valentin. L'ex-champion paralympique qui dément toujours toute préméditation a décidé de plaider non coupable. Un reportage signé Noura Eul. Non coupable, c'est ainsi qu'Oscar Pistorius a plaidé aux charges retenues contre lui. Un an après la mort de sa compagne, Reeva Steenkamp, l'athlète sud-africain a comparu ce matin à Pretoria à l'ouverture de son procès pour meurtre, un procès des plus médiatiques. Pour défendre sa version des faits, le champion paralympique a engagé 4 experts qui tenteront de prouver que la mort de la mannequin était bien un accident. Retour sur les faits. Il est environ 3 h du matin, cette nuit du 13 au 14 février 2013, dans cette luxueuse villa au cœur d'un complexe ultra sécurisé de Pretoria. Oscar Pistorius se lève de son lit
et tire sans sommation 4 balles de 9 mm à travers la porte des toilettes de sa chambre. Mais derrière se trouve Reeva Steenkamp. Elle meurt sur le coup. L'athlète affirme qu'il l'a prise pour un cambrioleur. Dans la panique, il n'aura même pas eu le temps d'enfiler ses prothèses, ce qu'il devra prouver, car pour l'accusation, il s'agit d'un assassinat de sang-froid. Le parquet assure que le couple se disputait souvent. Des voisins affirment avoir entendu des cris dans la maison le soir du drame. Faux, répond Oscar Pistorius. S'il fait entendre sa version, il encourt 15 ans de prison, une peine qu'il pourrait purger chez lui. Dans le cas contraire, le coureur aux lames de carbone risque la perpétuité. Retransmis en direct à la télévision, le procès doit durer 3 semaines au minimum. 107 personnes vont être appelées à témoigner à la barre. Amputé des 2 jambes sous les genoux, Oscar Pistorius est devenu une gloire nationale en Afrique du Sud lorsqu'il a été autorisé à participer aux Jeux Olympiques de Londres en août 2012. Et avant de se quitter, sachez que c'est vers Los Angeles que se braquaient les projecteurs cette nuit pour la 86e cérémonie des Oscars. Vous étiez peut-être très nombreux à suivre la cérémonie très tard cette nuit hors de Beyrouth. La cérémonie s'est achevée par le sacre de 12 Years a Slave du Britannique Steve McQueen qui remporte l'Oscar du meilleur film. Les autres Oscars échouent sans surprise aux favoris. Cate Blanchett obtient pour sa part l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation de bourgeoise déchue dans le dernier Woody Allen, Blue Jasmine. Le Texan Matthew McConaughey rafle quant à lui celui du meilleur acteur pour sa performance en cowboy séropositif dans Dallas Buyers Club de Jean-Marc Vallée. Et l'Odyssée galactique Gravity remporte 7 prix techniques, dont l'Oscar du meilleur réalisateur pour le Mexicain Alfonso Cuarón. Et puis, petit cocorico, deux Français sont montés sur scène. Laurent Huitz et Alexandre Espigard pour M. Hublot qui remporte l'Oscar du court-métrage d'animation. Et voilà, c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. William Hague était à Kiev ce lundi. Le chef de la diplomatie britannique accuse la Russie d'avoir violé l'intégrité territoriale de l'Ukraine et enfreint le mémorandum de Budapest. Une première sanction contre la Russie a été prononcée, la suspension des préparatifs du sommet prévu à Sotchi en juin. Le communiqué a été diffusé par la Maison-Blanche, le sommet du G8. Le président de la République, Michel Sleiman, souhaite que ce temps de carême puisse consolider l'unité nationale alors que la rédaction de la déclaration ministérielle patine. Et vous le voyez à l'écran, cet homme recherché par l'armée libanaise, eh bien, toute personne qui identifie cet individu devrait contacter le 1701 ou en informer le poste de police le plus proche. Merci de votre attention. L'information continue sur notre site web. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à bientôt. اللي بيفكر واللي بيقتل المدنيين مجرم